Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième journée du colloque sur les risques naturels de la France. On en est à notre 17e édition, si je me souviens bien. Fait qu'on est bien content de continuer la tradition. On a dans cette journée, je me présente d'abord Thomas Buffin-Bélanger, professeur en géographie à l'Université du Québec à Rimouski. Je vais être le gardien du temps ce matin et cet après-midi. Pour les 9 présentations qu'on a, on a donc 3 blocs de 3 présentations qui portent sur les mesures d'atténuation et de résilience et cet après-midi, la communication en lien avec les risques naturels. Sans plus tarder, je vais inviter Emmanuel à faire la première présentation, qui sera suivi par Mélanie et ensuite par Feng. Je vous rappelle que les présentations sont de 20 minutes, plus 5 minutes de questions. Et ce que je vais faire après 15 minutes, donc je vais dire verbalement qu'il reste 5 minutes pour vous préparer à conclure et à finaliser votre présentation pour avoir du temps pour la période de questions. Donc, à 15 minutes, je vais faire un signe verbal. Ça va? Emmanuel, donc, je t'invite à faire ta présentation qui va porter sur les marqueurs de crue. Oui, merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des marqueurs de crue comme représentation sociale des risques d'inondation. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui comme plan de présentation, rapidement, une mise en contexte, méthodologie de la recherche qui sous-tend les résultats que je vous présente aujourd'hui. Par la suite, je vais m'attarder davantage sur les définitions et les usages des marqueurs de crue. On va poursuivre avec une illustration concrète avec le cas de Saint-Raymond. Et en guise de discussion-conclusion, je vous propose de revenir sur les principaux enjeux défis associés à un déploiement plus formel de marqueurs de crue sur un territoire. Donc, les résultats que je vous présente aujourd'hui sont issus de mon doctorat en anthropologie que je mène actuellement au département d'anthropologie de l'Université Laval sous la direction de Sabrina Doyon. La recherche financée s'intitule « Vivre en zone inondable, un mode de vie périlleux ou en péril », financé par le FRQ-SC. Je me suis entre autres intéressée à mieux comprendre pourquoi certains riverains qui vivent en zone inondable s'adaptent et d'autres non. Le territoire de mon étude s'inscrit dans le bassin versant de la rivière Sainte-Anne, donc c'est situé majoritairement dans la région de Portneuf, dans la capitale nationale. La collecte de données s'est réalisée essentiellement en 2019 à l'aide d'entrevues semi-dirigées. J'ai rencontré au total 93 participants, dont 76 riverains à leur domicile, également 17 acteurs institutionnels qui avaient des rôles, responsabilités dans la gestion des inondations ou des rivières sur le territoire. Puis, il y a eu également des activités d'observation non participantes, essentiellement lors des crues, et puis également dans le cadre de réunions publiques d'information. Donc, pour vous donner une idée plus graphique du territoire du bassin versant de la rivière Sainte-Anne, alors vous voyez à votre gauche essentiellement la tête est forestière. La première municipalité, Saint-Raymond, est située ici. Par la suite, le tout se décharge dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, donc qui est bien connu entre autres pour sa pêche blanche, les petits poissons des chenaux. À droite, c'est essentiellement la même carte, mais on repère mieux les municipalités. Moi, personnellement, dans mon doctorat, je me suis particulièrement attardée à Saint-Raymond, Saint-Alban, Saint-Casimir et Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui étaient des municipalités qui offraient le plus grand nombre de riverains vivant en zone inondable. Donc, évidemment, quand on s'intéresse aux inondations récurrentes, on tombe beaucoup dans la littérature sur la culture du risque, la mémoire du risque. Alors, je trouvais important de revoir un peu ces notions-là avec vous pour qu'on puisse bien inscrire les marqueurs de crue là, à travers cette littérature. Donc, pardon. Rappelons qu'un risque, c'est une probabilité qu'un événement indésirable ou dangereux se produise dans une situation donnée. La place plus constructivisme du risque, elle a été théorisée davantage dans les années 80, donc pour mieux comprendre comment les sociétés s'adaptent et cohabitent avec les risques. Et c'est de là que vient la définition de culture du risque. J'ai repris ici celle de Giddens, qui est souvent relayée dans la littérature. Donc, il définit la culture du risque comme un moyen de coloniser le futur, où les expériences passées, la transmission permettent à des sociétés de développer des connaissances et des savoir-faire pour cohabiter avec le risque.
Donc, j'attire votre attention ici à développer des connaissances et des savoir-faire. Alors oui, il faut bien connaître notre territoire, bien comprendre les risques, mais il faut que ça se transpose aussi en savoir-faire, en pratique. Il faut l'opérationnaliser pour être vraiment en mesure de cohabiter avec les risques. Et je vous dirais que c'est là où s'articule la principale différence entre culture du risque et mémoire du risque. Donc, la mémoire du risque, on pourrait la définir comme le fait joliment l'ethnologue Séverine Durand, comme le substrat de la culture du risque. Donc, c'est vraiment fondamental, ça sous-tend la culture du risque, car elle permet de garder bien vivante l'imaginaire de l'inondation quand cette dernière n'est plus là. Bien évidemment, la mémoire du risque, c'est basé sur les connaissances historiques de notre territoire, sur les expériences de nos proches, nos expériences personnelles. Par ailleurs, ça n'induit pas toujours automatiquement une conduite, une pratique, puis ça ne va pas non plus garantir une pérennité de la conscience du risque sur le territoire. Donc, bien évidemment, si on veut tendre vers la résilience de nos communautés, l'adaptation, il faut faire le glissement entre la mémoire et la culture du risque. Et puis, la littérature nous prescrit en fait de devoir activer une valorisation du risque des crues et des inondations sur notre territoire. Donc, pas seulement commémorer les événements, mais vraiment garder bien vivant le risque que l'inondation est toujours actuelle et peut toujours encore survenir. Une des façons de le faire, c'est via la patrimonialisation du risque et c'est là où les marqueurs de crues peuvent avoir un rôle intéressant. Donc, regardons un petit peu plus davantage les principaux usages des marqueurs de crues. Évidemment, initialement, les marqueurs de crues ont été utilisés pour un usage métrique, entre autres avec la forme des échelles de crues. C'est très intéressant, en fait, de voir que depuis la sédentarisation des sociétés, pratiquement, on utilisait des marqueurs de crues pour mieux cohabiter avec les rivières et les débordements. Je fais référence ici au fameux nilomètre qui a été repéré sur les bords du Nil en Égypte par des archéologues, donc ça date de la préhistoire. Et puis, en fait, on comprend que les autorités pharaoniques utilisaient le nilomètre pour prédire les récoltes et les perceptions fiscales associées. Il faut comprendre que les rives du Nil étaient intensivement cultivées, puis sont très dépendantes des crues. Donc, selon le niveau de la crue, on pouvait anticiper quelques mois plus tard la qualité de la récolte. Donc, c'est simplement un petit clin d'œil pour vous dire que ce n'est pas nouveau qu'on utilise les marqueurs de crue pour mieux cohabiter avec les rivières et leurs débordements. Bien évidemment, en ce moment, on les mobilise dans différents corps de métier, entre autres les gestionnaires de barrages. Donc, on retrouve des échelles de crue sur les infrastructures, on en retrouve sur les ponts pour pouvoir mesurer le niveau de l'eau, générer des statistiques. C'est intéressant aussi de déployer des échelles de crue sur un réseau routier, comme quand on veut favoriser les déplacements sécuritaires, comme j'ai pu entre autres l'observer dans la région du Queensland en Australie, où il y a des échelles de crue ainsi tout au long du réseau routier. Il y en a de 1 mètre, de 2 mètres. J'en ai même vu de 5 mètres dans certaines régions montagneuses. Donc, évidemment, ça permet d'avertir l'automobiliste s'il peut ou non s'engager sur la route. Mais ça serait quand même important aussi de mentionner que d'avoir ces échelles de crue-là un peu partout sur le territoire, ça garde vivante une certaine conscience du risque. J'étais en pleine période de sécheresse, puis ça rappelle quand même que oui, l'eau peut monter beaucoup. Donc, c'est ce qui m'amène au deuxième usage des marqueurs de crue, celui qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est l'usage patrimonial. Souvent, il va prendre la forme de repères de crue. Il y a différentes définitions des repères de crue, mais généralement, on s'entend pour dire que c'est une représentation du risque d'inondation dans le temps et l'espace, partagée par un groupe et transmissible entre les individus. On va utiliser les repères de crue généralement pour témoigner d'une inondation majeure, d'une crue exceptionnelle, et évidemment aussi parce qu'on tend à renforcer la culture du risque. C'est important de préciser que sur le territoire occidental, les repères de crue sont utilisés pour représenter différents types d'inondations. Donc, il y en a des fois qui sont associés à des submersions côtières, des remontées de nappes phréatiques, ruissellement, etc. C'est important aussi de mentionner qu'on les retrouve sous différentes formes. Des fois, ça peut être une gravure sur une roche, ça peut être une longue ligne peinte, ça peut être une plaque métallique, carreau en émail, macaron scellé dans un mur. Et dernière caractéristique, c'est que parfois, on les retrouve plus formels, voire institutionnalisés, comme c'est le cas en France depuis 2003. Il y a une législation autour des repères de crue, ou ça peut être de manière plus informelle, c'est la manière qu'on les retrouve le plus souvent, dont sur le territoire québécois pour l'instant. Donc, voici quelques exemples de marqueurs, en fait, de repères de crues qu'on retrouve sur le territoire ici français. Vous voyez qu'il y en a qui datent quand même de plusieurs siècles. Puis à droite, vous voyez la nouvelle façon d'installer les repères de crues là, en France, là, sur le territoire québécois, sur le territoire français, pardon.
Quand je parle de repères de crues plus informels, ça peut être entre autres un repère qui est mobilisé par la collectivité, mais que l'objectif, ce n'était pas initialement de mobiliser la culture du risque. Je vous donne entre autres cet exemple à Saint-Casimir. Donc ici, c'est le monument de la Vierge qui n'a vraiment aucun lien avec les inondations. Certes, il y a une représentation artistique d'une échelle de crue, mais ce n'est pas ça qui est mobilisé par les citoyens. Les riverains que j'ai rencontrés utilisent en fait la bande rouge. Donc, on m'a vraiment dit que quand le rouge disparaît, l'eau rentre dans les sous-sols. Alors, ça permet vraiment d'anticiper la montée des eaux. Les gens vont s'activer, donc ils vont s'assurer que leurs pompes sont fonctionnelles, faire le ménage de leur sous-sol. Alors, tout ça pour dire que si on souhaite formaliser des repères de crues sur un territoire, c'est important déjà de prendre en considération ceux qui sont déjà utilisés et mobilisés par la collectivité locale. Autre forme de repère de crues plus informel, c'est ce que font quelques riverains spontanément après un événement marquant ou significatif, comme dans le cas ici après les grandes inondations de 2019 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Généralement, quand on va mettre des marqueurs de crues plus formels, ça va être à partir d'ailleurs de ces données colligées par les riverains. Puis, quand je vois ces images-là, je ne peux pas m'empêcher d'être en faveur d'une certaine formalisation des repères de crues, car bon, je ne suis pas retournée cette année, mais je ne serais pas surprise si certains d'entre eux n'existent plus. Évidemment, c'est associé à une perte de connaissances, une perte de savoir. Et c'est ce qui m'amène en fait à parler d'un élan de formaliser les impacts, les repères de crues à Saint-Raymond. C'est ce qui est en cours en ce moment. Donc, quelques éléments pour vous remettre en contexte. Là, la municipalité de Saint-Raymond vit avec des inondations récurrentes depuis sa création. Ça fait même depuis plus de 100 ans qu'on fait des interventions physiques dans la rivière pour lutter contre les inondations. Donc, ce n'est vraiment pas un phénomène nouveau. Par ailleurs, bon, il y a eu une inondation marquante en 2014 qui a généré beaucoup de dommages dans le centre-ville, puis il y a une mobilisation qui a émané de l'événement. Entre autres, la ville de Saint-Raymond, il y a l'organisme de bassin versant, la CAPSA aussi, qui s'est activé. Il y a un comité rivière qui a été mis en place, donc un comité de citoyens bénévoles. Il y a également des experts de l'Université Laval qui ont été engagés par la ville de Saint-Raymond pour poser un diagnostic pour mieux comprendre les causes des inondations, puis aussi suggérer des solutions pour réduire le risque. Le comité rivière a été particulièrement actif à cette époque-là. Ils ont fait une corvée de nettoyage, ils ont fait un recensement des sinistrés, mais ils ont également fait une pétition pour demander au gouvernement du Québec d'investir en prévention. Et c'est là que le ministère de la Sécurité publique est rentré dans le dossier en 2015. À l'époque, ce n'était pas courant qu'ils investissent dans la prévention, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que cette mise en contexte-là est vraiment importante pour mieux comprendre l'acceptation, je vous dirais, des repères de crues en ce moment à Saint-Raymond. D'une part, la présence des scientifiques, donc l'équipe de l'Université Laval, mais d'autres également, a généré de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs dans la collectivité. Il y a eu des rencontres d'information et ça a vraiment percolé au sein de la population. Ce que je vous montre, la photo à gauche, c'est une caméra, par exemple, qui avait été installée sur un terrain privé pour surveiller la dynamique des glaces. Autre élément important, le financement du MSP a généré plusieurs mesures très concrètes, très visibles dans la rivière, entre autres cette pelle mécanique qu'on retrouve à tous les printemps qui crée un chenal en fait dans le centre-ville pour favoriser le passage des glaces. Donc, tout ça pour dire que les inondations sont très visibles à Saint-Raymond. Il y a même un site Internet, il y a un système d'alerte, etc. Donc, il ne faudrait pas oublier que pour d'autres municipalités, ce n'est vraiment pas le cas. Les inondations peuvent être cachées, voire tabous. Alors, le contexte ici à Saint-Raymond est vraiment important à garder en tête. Quelques éléments donc sur ce fameux projet en cours. Dès 2019, quand j'ai fait ma collecte de données, le projet était pas mal ficelé. Donc, c'était porté par le comité rivière, par les citoyens et chapeauté par l'organisme de bassin versant et la ville. Donc, il y avait une vingtaine de repères de crues qui avaient déjà été identifiés, que ce soit par rapport à des données qui avaient été collectées par des résidents, mais également des données plus historiques avec des photographies, parce qu'ils veulent mettre des repères de crues, pas juste pour l'événement de 2014, mais d'autres événements significatifs du passé aussi. Dans la même optique, il y a 3 panneaux pédagogiques qui avaient été rédigés, donc un qui parle de 2014, mais d'autres qui parlent davantage aussi des inondations passées. Ils vont être intégrés dans le circuit historique qui est déjà en place à Saint-Raymond. Je ne peux pas encore témoigner
de l'impact que, je vous dirais, la lenteur administrative a généré, parce qu'on est en 2022, puis le projet n'avait toujours pas eu lieu, alors qu'en 2019, comme je vous dis, il était prêt. Mais bonne nouvelle, c'est pas du tout tombé à l'eau. En fait, ça devrait se concrétiser vraiment cette année, puisque les repères de crues, il y en a qui ont commencé à être installés. Puis un des faits saillants importants, c'est qu'il y a maintenant un employé de la ville depuis 1 an qui est dédié au projet. Je lui ai parlé il y a quelques semaines pour pouvoir me mettre un peu plus à jour. Puis il m'a dit que c'est lui qui a le mandat, en fait, de créer un lien entre les propriétaires des bâtiments et la notaire pour justement générer des servitudes, le prénotarié pour la pose des repères de crues, mais également leur entretien. C'est un aspect qui est important parce qu'on peut imaginer que dans quelques années, un propriétaire pour enlever le repère de crue, peut-être pas le remettre à la bonne place. Donc, c'est important d'avoir une servitude à long terme pour ça. L'employé m'a dit que pour l'instant, la grande majorité des propriétaires ont accepté d'avoir un repère de crue sur leur bâtiment. Il y a seulement eu un refus, puis la raison, c'était une crainte de dévaluation financière de son bâtiment. Il y a aussi eu malheureusement un propriétaire d'un commerce qui n'ont pas été capables de repérer. C'était plus une compagnie, quelqu'un aux États-Unis. Ils n'ont pas été capables de parler à quelqu'un, donc malheureusement, ça a dû être abandonné. C'est dommage parce que c'était quand même un commerce qui avait été inondé, puis ça avait marqué la mémoire collective, mais bon, ils ont été obligés de laisser tomber. Par ailleurs, un point intéressant qui m'a mentionné que je voulais attirer votre attention aujourd'hui, c'est qu'il y a une résidence qui a accepté d'avoir un repère de crue, la résidence Estacade, qui est une résidence pour personnes âgées au bord de la rivière qui avait été évacuée en 2014. Donc, ils ont accepté d'avoir un repère de crue, mais ils ont voulu avoir un panneau explicatif avec pour pouvoir bien expliciter tous les aménagements qu'ils ont faits pour adapter leur bâtiment, puis aussi les mesures d'urgence. On peut comprendre qu'ils ne voulaient pas peut-être démontrer que leur résidence était à risque pour les résidents, mais moi, je trouve ça intéressant, ce panneau-là, parce que là, on rentre vraiment dans une patrimonialisation du risque. Donc, on montre, regardez, on est prêt pour la prochaine fois, on a passé à l'action. Donc, c'est un petit plus. 5 minutes, Manuel. Parfait. C'est ce qui m'amène, dans le fond, à la discussion conclusion. Les principaux enjeux et défis que autant la littérature que le Code Saint-Raymond nous apprennent si on souhaite plus formaliser des repères de crues sur un territoire. Donc, évidemment, les bons coups que je vois à Saint-Raymond, parce que l'acceptation s'est bien passée là, des propriétaires. Donc, un des points que je vois, c'est vraiment que oui, il y a un déploiement de repères de crues, mais il y a également d'autres paramètres qui visent la patrimonialisation du risque, donc entre autres les fameux panneaux pédagogiques. C'est vraiment un plus pour Saint-Raymond. Évidemment, le fait aussi qu'on est avec une implication citoyenne très importante, le comité Rivière qui a porté ce projet-là, il y a beaucoup de leaders aussi de la collectivité là, qui ont dans le fond bien diffusé le message au sein de la collectivité. Donc, c'est vraiment un projet qui vient des citoyens, qui a été porté par eux. Donc, c'est certain que c'est des éléments qui favorisent l'acceptation individuelle. Puis également, comme je vous disais, toute l'information qui circule sur les inondations à Saint-Raymond, que c'est bien vivant, ce sont des facteurs très positifs pour Saint-Raymond. Puis l'autre élément aussi, c'est d'assurer la pérennité des repères de crues, justement, dans un contexte où il peut y avoir des travaux sur les résidences. On le voit sur le territoire français, il y a des repères de crues qui datent de plusieurs centaines d'années. Il y en a malheureusement qui ont été détruits avec le temps, abîmés. Donc, encore là, c'est une perte de savoir qu'on ne souhaite pas actualiser ici à Saint-Raymond. De manière un peu plus générale, vraiment, la littérature tend vers le fait que déployer des repères de crues sur un territoire, ça permet d'activer la mémoire du risque en développant des connaissances. Ça contribue à renforcer une culture du risque. Par exemple, il ne faut pas oublier que dans l'optique où et les inondations et leur représentation varient d'un territoire à l'autre, on est devant deux concepts vraiment qui sont pluriels, qui sont très ancrés territorialement. Donc, c'est primordial d'impliquer les citoyens affectés dans l'identification des repères de crues pour qu'ils aient du sens pour eux. On est dans un processus de mise en mémoire collective, donc ça doit impérativement se faire avec les gens du milieu. Donc, je vais conclure là-dessus. Évidemment, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, si vous voulez en savoir plus aussi, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour une présentation inspirante, certainement. On a maintenant du temps pour des questions ou des commentaires en lien avec la présentation. Je vous invite soit à lever la main, soit à écrire une question dans le fil de discussion, puis je lirai la question. Je vois qu'il y a déjà 2 mains levées. Pascal. Ton micro, Pascal.
Oui, ça va. Merci pour la présentation. J'ai trouvé ça vraiment fort intéressant. C'est ça, comme vous l'avez mentionné, les repères de crues, sont assez, c'est quand même assez courant ailleurs dans le monde, là. Puis c'est la même chose aussi pour les crues, puis pour le cas des submersions côtières, les inondations côtières. Je me demandais, est-ce que vous avez, dans votre revue, est-ce que vous avez fait un inventaire des endroits au Québec où ces marqueurs de crues-là ont été implantés? Ça, c'est la première question. Puis là, la deuxième question, vous avez en trois parties répondu déjà, mais euh, je me demandais, les citoyens qui acceptent de mettre, disons, un repère de crue sur leur résidence ou leur terrain, est-ce que le fait lors de, disons, de la vente ultérieure de la maison, est-ce que ça pourrait constituer un frein à la vente de la maison et un frein à la mise en place des repères de crue par les citoyens, vous pensez? Merci pour vos questions. Ben, pour la première question, non, je n'ai pas fait de revue exhaustive pour le Québec. C'est vraiment à la lumière de mes données pour le bassin versant de la rivière Sainte-Anne que j'ai voulu mieux comprendre, puis j'ai regardé la littérature en général, mais je n'ai pas fait la recherche pour l'ensemble du Québec. Par ailleurs, bon, Saint-Raymond, ce que je comprends, c'est quand même un projet pilote actuellement, puis il y a peut-être des visées. Je pense qu'il y avait Coansville qui a un autre projet pilote. Là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais c'est ça, je n'ai pas fait cet exercice-là. Mais je pense quand même que c'est surtout des marqueurs informels qu'on retrouve au Québec actuellement. Pour répondre à votre deuxième question, en fait, effectivement, on l'a vu, il y a un citoyen qui c'était sa crainte principale, donc pour refuser d'avoir un marqueur de crue, un repère de crue sur son bâtiment. C'est complexe, mais c'est là qu'on voit l'importance de garder une culture riveraine du risque vivante. Il faut avoir, j'oserais dire, même une certaine fierté. C'est une caractéristique de notre municipalité, de notre milieu de vie, d'avoir des inondations. Donc, quand je vois les marqueurs de crues plus anciens en Europe, c'est ce que j'entrevois. Il y a comme une fierté, ça fait partie de l'histoire de la place. Donc, toi, si tu viens acheter une maison ici, ben, sache que ça fait partie de la particularité de vivre ici, de cohabiter avec la rivière. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très complexe qu'un nouvel arrivant, s'il n'y a pas un attachement au préalable avec le milieu, ça se pourrait que ça soit quelque chose qui pourrait bloquer. Fait on peut comprendre qu'il y a cette inquiétude-là chez certains résidents. C'est pour ça que je vous dis que Saint-Raymond, ça a fonctionné, mais ça ne sera pas comme ça partout, là. Et c'est vraiment un climat particulier, un contexte particulier à Saint-Raymond. Il y a vraiment, j'oserais dire, une fierté chez certaines personnes parce que ça fait tellement partie de leur histoire. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci Pascal. Emmanuel. Philippe. Oui, excellente présentation. Ce que je trouve génial avec les marqueurs de crue, ça peut devenir un événement, de quoi du patrimoine, mais aussi qui est public, accessible à tous. Moi, la question que j'ai, qu'est-ce qui devrait accompagner les marqueurs de crue autre que la date pour renseigner au maximum pour les générations futures l'événement qui a eu lieu peut-être 20 ans, 30 ans dans le passé? On pense aux codes QR qui sont vraiment d'actualité, mais qu'est-ce qui devrait accompagner le marqueur de crue pour avoir le maximum d'informations sur l'événement en cours qui a eu lieu? Bien, j'aurais envie de vous répondre que ça va dépendre encore là des milieux. Moi, je donnerais la parole aux citoyens pour qu'ils mettent en lumière qu'est-ce qui est le plus significatif pour eux, qu'est-ce qui donne la couleur aux inondations dans leur région. On comprend, hein, surtout là, je sais qu'il y a des hydrologues qui nous écoutent. Vous le savez que les inondations sont différentes d'un territoire à l'autre. Il y en a que c'est rapide, d'autres que c'est lent, il y en a que c'est des glaces, il y en a que c'est l'eau libre. Donc, cette couleur-là, ben, elle se transpose aussi dans la représentation des inondations et du risque. Donc, moi, il n'y en a pas de formule magique. Donc, c'est ça, je laisserai vraiment la parole aux citoyens pour qu'ils mettent en lumière c'est quoi la particularité de leur territoire pour justement aussi ce qui va contribuer à mieux cohabiter avec ce risque-là et ces dynamiques-là. Mais tu sais, à Saint-Raymond, c'est vraiment eux, la façon qu'ils l'ont dessiné. Ils ont mis en lumière tous les événements significatifs, selon eux, dans leur histoire, qui ont amené justement des changements de paradigme au niveau économique, politique. Donc ça, c'est le genre d'informations qu'on a retrouvées, entre autres, sur des panneaux à Saint-Raymond. Puis comme je vous disais, des mesures qui ont été mises en place aussi pour atténuer les risques, puis aussi avoir de meilleures mesures d'urgence. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve à Saint-Raymond, mais je ne dirais pas que c'est ça qu'il faut nécessairement faire partout, là.
Merci. Merci Emmanuel. L'autre Philippe, une autre question. Merci Philippe. Merci beaucoup Emmanuel. Alors je vais rebondir sur la question de Philippe. C'est pas parce qu'on s'appelle Philippe qu'on a les mêmes questions, mais bon, on parle, mais ce travail-là est extrêmement important de mémoire collective. Il y a aussi eu des décès parfois dans les inondations. Et c'est une obligation en Europe, ne serait-ce que de rendre hommage aux personnes qui sont là. Donc, la question, elle est plus directe. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir justement une espèce de critère, de normes partout à travers le Québec sur ce qu'on doit laisser comme traces et mémoire collective en hommage non seulement aux inondations, mais aussi aux personnes qui ont été affectées. Puis je termine là-dessus. Il y a eu des inondations mortelles au Québec dans l'histoire, qui n'ont pas fait l'objet d'aucune commémoration. Et j'espère qu'il n'y en aura pas dans le futur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il devrait y avoir non seulement la mémoire de où l'eau s'est rendue, mais de ce que ça a ou pas comme impact. Est-ce que, d'après ce que je viens de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin justement d'avoir un espèce de critère plutôt que ce soit un peu qui fait quoi ou en fonction de son besoin ou de son milieu? Parce que ça fait partie de la mémoire collective. Voilà. Oui. Merci Philippe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que fort malheureusement, il y a des événements importants qu'on oublie parce qu'ils ne sont pas commémorés. Juste même quand il n'y a pas de décès, là, il y a eu un gros déluge à Saint-Casimir en 1973. Il y a des maisons qui sont parties dans la rivière. Il n'y a aucune trace de ça. Les jeunes ne connaissent pas l'événement. Donc oui, je suis vraiment en faveur qu'on valorise davantage la commémoration. Mais encore là, il faut faire attention aussi qui contribue à cette commémoration-là, parce qu'il peut y avoir des messages différents. Des gestionnaires peuvent, par exemple, vouloir commémorer le sauvetage de tel élément, mais il va y avoir eu aussi d'autres événements significatifs qu'il faut aussi commémorer. Donc, même la façon qu'on commémore, ça peut être une dynamique politique importante. Donc, il faut le faire en concertation aussi pour ne pas juste passer un message puis oublier d'autres caractéristiques de l'événement. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Philippe, pour la question. C'est le temps qu'on avait pour les questions. J'invite, si d'autres personnes ont des questions, peut-être à envoyer par le fil de discussion.